Après une année 2023 qui a été marquée par extrêmement peu d'accidents d'aviation commerciale, 2024 commence malheureusement avec la première perte de cellules d'un Airbus A350. Ça se passe en ce mardi 2 janvier 2024. Nous sommes à Tokyo sur le terrain de Haneda et comme vous pouvez voir sur ces images qui ont déjà fait le tour du monde, l'Airbus A350, après une collision avec un Dash 8 des gardes-côtes japonais, a eu des dommages au niveau de sa jambe de train avant, s'est retrouvé avec des dégâts, un début d'incendie et c'est toute la structure en matériaux composites qui part en fumée sous les yeux du monde entier. Heureusement pour les passagers de l'Airbus, les 379 âmes qui étaient à bord ont réussi à évacuer avant d'être piégés par les flammes. Je vous rappelle que pour être certifié, un avion de ligne, que ce soit un Boeing, un Airbus, un 380, un 777 ou un petit Dash 8, ils doivent tous pouvoir être évacués en moins de 90 secondes. Et en cas d'incendie, eh bien, l'évacuation ne doit pas se faire du côté de l'incendie, elle doit donc se faire du côté opposé à la menace, ce qui a probablement eu lieu en cette fin d'après-midi à Tokyo. En effet, ces 90 secondes doivent être faits avec la moitié des portes de secours disponibles. Coup de chance ou pas, mais les Japonais ont quand même la réputation d'être assez disciplinés et il serait intéressant de voir dans les prochains jours si nombre d'entre eux sont sortis avec leur bagage, qui était un des gros points qui est ressorti ces derniers mois avec pas mal d'évacuations d'avions de ligne en Europe ou aux États-Unis où les gens prennent leur bagage. On ne vous le répétera jamais assez, si vous évacuez un aéronef et que vous prenez vos bagages avec vous, vous risquez tout simplement de tuer d'autres passagers. L'Airbus A350-900 incriminé, c'était le vol JL516, c'est les Japan Airlines. Japan Airlines a plusieurs centaines d'aéronefs, ils ont été créés en 1951 et ils n'ont pas beaucoup d'accidents, donc c'est une très bonne compagnie internationale qui a un de ses hubs justement sur cette piste à Tokyo. Et ils exploitent à l'heure actuelle 15 Airbus A350-900, 1000 et ils ont également une douzaine d'A350 en commande. Leur flotte est assez hétéroclite, principalement du bimoteur, 42 737, des MAX en commande, du 767, du 777, du Dreamliner, bref, ils ont de tout et ils sont réputés pour être très professionnels. L'aéronef qui aurait été touché, probablement alors qu'il s'alignait ou qu'il se préparait à décoller, est un Dash 8, aéronef notamment utilisé pour le transport régional en France ou même par la sécurité civile. Avec 6 personnes à bord, au moment où je tourne cette vidéo, aux alentours de midi heure française, 5 sont portés disparus, 1 a réussi à sortir vivant. Après, n'oubliez pas, ils se sont pris un avion de 280 tonnes à la masse maximum au décollage sur la structure. Il y a peu de chances que ça se passe bien pour tout l'équipage. L'aéronef faisait un vol assez court, ils ont décollé de Sapporo à 7h22 UTC. Nous avons 9 heures de décalage entre l'UTC, l'heure standard universelle, et l'heure locale au Japon. Donc c'était un vol en fin d'après-midi. 1h20 prévue, 820 km à parcourir, un petit changement d'île, approche sur la piste 34 gauche de Haneda qui est juste en bord de mer, où la température était correcte, où les conditions météorologiques étaient correctes également, avec des visibilités un petit peu obstruées dans certaines directions par des fumées, mais sinon peu de nuages. Et c'est donc au moment de l'arrondi que la collision a eu lieu. Des collisions sur la piste, ce n'est pas nouveau. Vous avez tous entendu parler des 747 qui se percutent à Tenerife. Un autre événement qui avait marqué l'industrie aéronautique, c'était à Boston en 2005, quand un 737 et un Airbus A330 avaient failli se percuter. Ils décollaient de 2 pistes qui se croisaient et le 330 avait dû se plaquer au sol, laisser passer le 37 pour décoller derrière. Bref, ça s'était joué à pas grand-chose. Plus récemment, vous avez vu sur cette chaîne l'analyse de l'Airbus A320 qui est percuté par le camion de pompiers. C'était au Pérou en novembre 2022. À chaque fois, cela se termine malheureusement assez mal. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui a été pris à bras le corps par l'aviation civile. Nous appelons ça, en anglais aéronautique, le runway incursion, la pénétration sur la piste. Tout le monde y est sensibilisé, des personnels qui conduisent des véhicules sur l'aéroport, aux pilotes et forcément aux contrôleurs aériens. Et les contrôleurs aériens, sur certains terrains, sont aidés par la technologie. Vous avez par exemple le Airport Movement Area Safety System qui va déclencher une alarme s'il y a une piste qui se voit pénétrée par un aéronef qui ne devait pas. Ou encore l'Airport Surface Detection Equipment Model X, de plus en plus développé, de plus en plus répandu aux États-Unis. Mais si votre terrain n'est pas équipé de ces systèmes-là, eh bien c'est avec vos yeux que vous allez pouvoir éviter tout ça.
Et je vous rappelle que vos oreilles dans l'aviation sont une extension de vos yeux. On voit avec ses oreilles. On en revient toujours au principe le plus important pour un pilote, c'est la conscience de la situation et l'écoute des fréquences vous permet de comprendre l'environnement qui vous entoure, que ce soit au sol ou au décollage. Et s'il y a une chose à retenir en attendant le compte-rendu du BEA, je pense que les enquêteurs du bureau enquête-analyse sont déjà en courte finale pour partir et rejoindre le Japon pour commencer leur enquête, dont nous aurons le compte-rendu d'ici 1 an ou 2. S'il y a une chose sur laquelle cet événement aéronautique peut nous aider à nous recaler, c'est sur l'importance de la proactivité de tous les acteurs dans l'aérien. Quand vous êtes sur un seuil de piste, qu'on vous autorise à décoller, vous devez être persuadé qu'il y a un aéronef de 200 tonnes à 150 nœuds qui est en train de vous foncer dessus et qui va vous écraser sans que vous puissiez le voir arriver puisqu'il sera dans vos 6 heures. À partir de là, en tant que pilote militaire, j'ai été formé à être paranoïaque à chaque fois que je m'engage sur une piste. Cette piste, elle peut être utilisée par un aéronef en panne radio qui est en train de faire un retour en urgence. Cette piste, c'est peut-être la seule voie de sortie pour un aéronef qui est en vol dans une situation dégradée et vers laquelle il va se précipiter. Donc à chaque fois que l'on engage une piste, il faut être persuadé qu'un aéronef est peut-être en train de mettre le cap à pleine vitesse vers cette piste-là. Et seulement une bonne discipline, un bon regard va vous permettre de vous assurer, de cross-checker le contrôleur, de vous assurer que votre objectif principal, la sécurité, ne sera pas engagé. C'est vrai quand vous pénétrez la piste, c'est vrai également quand vous voulez vous poser. Mais ce qui est difficile quand on veut se poser de nuit sur une piste internationale comme ça, eh bien c'est l'environnement lumineux. Comme vous le savez, au Japon, il y a un petit peu de lumière, mais dans un environnement aéroportuaire, énormément. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a de la lumière de partout. Et au final, un dash 8 qui s'engage, eh ben, c'est difficile à voir, croyez-le ou pas. On l'a d'ailleurs vu récemment avec le compte-rendu du bureau enquête-analyse qui traitait le 31 décembre 2022 de la remise des gaz entre un Airbus A320 et un DR400 qui attendaient sur le seuil de piste 2 jours à Bordeaux, non détectés par l'équipage de l'Airbus. Pourquoi? Parce qu'il est dur de voir un avion sur le seuil. Vous êtes en train de piloter votre approche, votre charge de travail est très élevée, vous avez beaucoup de choses à faire, des checklists, vous assurez que votre approche est bien stabilisée, vous vous focalisez sur votre point d'aboutissement et vous ne prenez pas forcément le recul nécessaire pour essayer de détecter un avion qui est en plus non pas là où vous visez, mais bien en amont, car je vous rappelle que le point d'aboutissement visé par l'avion n'est pas le seuil de piste, c'est un petit peu plus loin, plusieurs centaines de mètres plus loin. Donc en définitive, sur cet événement, différents points vont devoir être analysés par le BEA. Le tout premier, forcément les conversations. Est-ce que le Dash 8 a été autorisé par la tour de contrôle à s'engager? Est-ce que l'Airbus A350 était sur la même fréquence? Est-ce que grâce aux oreilles, grâce à la communication, il n'aurait pas pu détecter cette problématique? Donc ça va être un premier point de débriefing très important. Et ce qui va être très intéressant dans l'étude du bureau enquête-analyse, ça va être de voir quelles sont les différentes plaques de Reason. Comme vous le savez, un accident n'arrive jamais pour une seule raison. C'est une succession de petits événements non pris en compte, non diagnostiqués, face auxquels l'équipage ou les différents acteurs ne se défendent pas, qui nous a amené à cette collision tragique au Japon. Personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de voir si le séisme dont a souffert le Japon ces dernières 24 heures a pu avoir un impact sur la fatigue ou la vigilance des équipages, que ce soit à bord de l'Airbus, que ce soit dans la tour de contrôle ou que ce soit au niveau des gardes-côtes, car je vous le rappelle, hier, il y avait une alerte tsunami au Japon. Et ça nous permet de commencer l'année 2024 en se rappelant que dès que l'on sort un petit peu de la situation standard, dès qu'il commence à y avoir un alignement de plaques légèrement inhabituel, c'est le meilleur moment pour prendre encore plus de recul et encore plus avoir conscience que tous nos camarades dans notre industrie ont peut-être un petit peu moins d'énergie, un petit peu moins d'entrain à mettre pour aller au-delà de leur fiche de poste et s'assurer de la parfaite sécurité de tout le monde. Dans la chasse embarquée, les Américains aiment bien dire « You're only as good as your next pass ». Vous êtes seulement aussi bon que votre prochain appontage. C'est vrai dans la vie de tous les jours également. Vous êtes défini par la qualité de votre prochain vol en tant que pilote de ligne, par la qualité de votre prochain décollage en tant que pilote de Dash 8. Et il faut donc
accepter et comprendre que chaque mission, que chaque vol peut être le dernier et il faut donc être prêt à vivre avec les conséquences de son manque de préparation. Vous le savez si on en parle et c'est censé vous motiver à essayer toujours de mettre toutes les chances de votre côté. Alors pour clôturer cette vidéo, si on veut s'ouvrir un petit peu vers 2024, vers le futur, il y a certains points intéressants qu'on peut débriefer dès à présent. Le premier, c'est si vous regardez un seuil de piste avec ses grandes bandes blanches et son marquage, ça n'a pas vraiment évolué depuis une cinquantaine d'années. Il y a peut-être une réflexion à avoir pour faire gagner en visibilité, pour minimiser ce risque de collision dans le futur. L'autre point, 2023 a vu le développement exponentiel de l'IA. Nous savons que sur 350, en tant que passager, vous pouvez voir tout ce qui se passe autour de l'avion en temps réel. Pourquoi ne pas réfléchir à des systèmes augmentés par l'intelligence artificielle qui permettraient de détecter peut-être un Dash 8, un véhicule, des personnes sur la piste et prévenir les personnels navigants techniques que la piste n'est pas dégagée. Dans la chasse embarquée, sur porte-avions, nous avons des officiers, nous avons des personnels qui regardent en permanence que le pont est vert et si le pont n'est pas disponible, c'est wave off foul deck, c'est remise des gaz, le pont est engagé, n'est pas disponible et nous faisons ça régulièrement afin d'augmenter la sécurité. Peut-être qu'une assistance, peut-être une piste de réflexion pour nos amis de chez Airbus. Allez, excellente année à vous et fly safe.